L'armée congolaise continue à repousser les terroristes rwandais et bien en direct de Goma, ça se passe aujourd'hui. La détermination patriotique de repousser, de bouter hors état de nuire l'ennemi. Aujourd'hui, nous allons parler de toutes ces questions d'actualité avec un leader du Nord Kivu. Il est bien connu. Bonjour, monsieur. Alors, Bienvenue au on peut Canada. commencer ici. On parle de la situation du pays. Effectivement. Parce que les regards est rivés, le regard de tous les Congolais est rivé sur la situation du pays. Oui, Vous êtes un leader du Nord Kivu. effectivement. Quel est votre sentiment? Écoute, En ce moment. pour être honnête, moi personnellement, je n'ai pas dormi. Donc, depuis hier, nous suivons de près la situation qui se passe à Goma, sur terrain. Nous sommes en communication avec nos forces. Et ce qui est douloureux présentement, c'est que la population souffre, il y a des morts, il y a des femmes et des enfants qui sont en fuite et ils ne savent pas où aller. Il y a un camp de réfugiés, pour ceux-là qui me connaissent, ils savent que je viens de Rutshuru. Il y a un camp de réfugiés avec une population qui a fui Rutshuru vers Goma. Et maintenant, cette population ne sait pas où aller. Parce que la population ne veut pas aller au Rwanda. Ils ne veulent pas vraiment traverser et ils disent qu'ils vont rester là et ils vont mourir là. Et maintenant, c'est chacun qui se prend en charge. Donc, cette situation nous touche et nous préoccupe tous. Et nous savons que le FARDC, nos forces, vont quand même protéger la population et continuer à se battre. Et il faut les dire hein, qu'ils le font déjà, qu'ils le font bien, ils le repoussent, bien que le moyen qu'ils doivent suivre également pour permettre à ces vaillants héros de continuer à mettre la pression sur l'ennemi, d'en maintenir cette pression. Aujourd'hui, cet élan patriotique développé au Nord Kivu précisément, ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous rappelle le moment de l'unité nationale à l'époque de Mouzé? Effectivement, vous savez, cette guerre ne profite à personne. Et j'aime un philosophe qu'on appelle Emmanuel Kant, qui dit que la guerre est toujours rigoureuse et elle ne profite à personne. Moi, je pense qu'il y a des gens qui peuvent penser que prendre les armes et nous battre pourra être la solution des choses. Pas du tout. La solution reste celle de Nairobi et de Luanda. Au cas contraire, effectivement, la République va se prendre en charge et se battre. Pour vous, vous estimez que la voie diplomatique reste la résolution de toutes choses, en lieu et place de répliquer par la voie militaire? Effectivement, ça va de pair. Ça va de pair dans le sens que nous devons nous battre pour préserver la souveraineté nationale. Nous devons nous battre. Il n'y a pas de négociation là-dessus. Mais effectivement, ça va de pair. Il y a toujours la voie diplomatique où nous pouvons imposer, où nous pouvons effectivement imposer nos conditions pour la paix durable. Pas pour aller négocier, mais pour imposer et faire entendre à la communauté internationale qu'est-ce que nous voulons mettre comme ordre dans notre pays. Alors, vous avez effectivement soulevé un point important. Est-ce que ça me rappelle quelque chose de l'unité nationale? Vous savez... Les années 97. Des années 97, à l'époque de Mobutu, 85... écoute, toutes ces années-là, il y a un élément important en politique. En sciences politiques, il y a un élément qu'on appelle l'État-nation. Vous savez, Mobutu a réussi à imposer ce qu'on appelle, ou à instaurer ce qu'on appelle l'État-nation. Lorsqu'on parle de l'État-nation, nous voyons ce qu'on appelle la culture nationale. Nous avons ce qu'on appelle l'appartenance nationale. Nous avons ce qu'on appelle l'intégrité nationale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que où les gens se partagent la même culture, les gens se partagent des éléments communs, où nous ne connaissions pas qui est Moulouba, qui est Mouswahili, qui est Moukongo. Nous savions que tous appartenaient à un État. C'est ça ce qu'on appelle l'État-nation. Maintenant, l'ennemi voyait que le Congolais était uni. Et comme le Congolais était uni,
détruire le Congo, il fallait détruire ce qu'on appelle l'État-nation, l'identité nationale. Tu ne peux pas avoir un État-nation sans avoir ce qu'on appelle l'identité nationale. Dans l'identité nationale, il y a ce qu'on appelle la mémoire nationale. C'est-à-dire quoi? Nous célébrons le même héros, Lumumba. Nous avons les points communs. Nous jouons sur le même point. Nous parlons un même langage. Quoique nous avons plusieurs dialectes au Congo, mais on parlait un même langage. Si tu vas à Kinshasa... Notre différence, c'est notre richesse. Notre différence, c'était notre richesse, vous voyez. Maintenant, l'ennemi a vu que, oh, pour détruire le Congo, il faut d'abord faire un élément important. C'était quoi? C'était l'espionnage, l'ingérence. Donc, il faut entrer dans des institutions étatiques. Lorsque l'ennemi a pénétré les institutions étatiques, c'était maintenant son devoir de s'aimer la division. Et nous montrer que non, alors, toi tu es de l'Est, toi tu es de l'Ouest. Vous êtes né au Nord Kivu. Moi je suis né au Nord Kivu, précisément à Rutshuru. La situation du Nord Kivu. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Non. Qu'est-ce qui est à la base de cette guerre? Quand est-ce que cette guerre a commencé? Et qui sont les protagonistes? Monsieur Raphaël, je vais vous dire que nous connaissons la source de cette guerre. Et vous savez, merci d'abord parce que moi, c'est ma première sortie médiatique. Depuis que je suis entré en politique, depuis que j'ai commencé à faire les affaires politiques. Je rappelle que vous avez été candidat en 2000... Je devais être candidat, effectivement, mais parce qu'il y a eu la guerre dans notre région, alors je ne pouvais pas me présenter, mais nous sommes en train de travailler fortement. Alors, pour répondre à la question, nous connaissons effectivement la source de cette guerre. Et quelle est la source? La source de cette guerre n'est rien autre que le pillage du Congo. Cette guerre n'a rien à faire avec le soi-disant communauté Tutsi. Non. Non. Est-ce que vous avez... C'est une falsification historique. Okay. Pourquoi? Parce que depuis l'époque de Mobutu, la communauté Tutsi a occupé au niveau supérieur de grands postes, de postes de décision. La communauté Tutsi était à la table de décision avec toutes les communautés. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas marginalisés, chose que le Rwanda est en train d'évoquer, ce qui est faux. Deuxièmement, la communauté Tutsi avait des pâturages chez nous. Vous voyez? Nous, moi personnellement, mon père avait des vaches. Nos vaches, dans les montagnes, on disait que les vaches de tel, de mon père qui s'appelait Kamegeri, de vaches de Kamegeri sont arrivées à telle montagne. Les vaches de tel, que cela soit pour les Tutsis, que cela soit pour le Hutu, que cela soit pour d'autres communautés, on s'est partagé tout. Il n'y avait pas cette situation de marginalisation de communautés. Maintenant, à un moment donné, il y a un mouvement de Tutsis qui était en Ouganda. Ces Tutsis qui vivaient en Ouganda voulaient chasser Habyarimana. Mais pour chasser Habyarimana au Rwanda, il fallait effectivement chercher des communautés Tutsis qui étaient au Congo, au Burundi, en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda, tous. Ils avaient un réseau de communication où ils ont commencé maintenant à s'appeler. Et chaque famille devait envoyer son jeune garçon. Vous voyez? Personnellement, mon père était sollicité, mon grand frère était sollicité, tout le monde. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu même des vaches qu'ils ont pris. C'est après que ils étaient partis en... sollicités pour faire quoi? Ils étaient sollicités pour aller en formation armée. Pour renverser le pouvoir. Pour renverser le pouvoir d'Habyarimana au Rwanda. Vous voyez? Et après,
quand ils ont pris le... Ton père était sollicité en tant que Tutsi ou en tant que Congolais ou Il était sollicité, effectivement, il était sollicité en tant que Congolais. Okay. Vous voyez, à ce moment-là, lorsqu'ils ont pris le pouvoir au Rwanda, je saute toute une histoire, c'est tout un livre. Lorsqu'ils ont pris le pouvoir au Rwanda, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ils ont dit, écoute, comme on a pris le pouvoir au Rwanda et que nous avons un agenda, c'était quoi l'agenda? C'était venir chasser Mobutu. Mobutu qui avait aidé, qui avait aidé effectivement Museveni. Vous voyez, Mobutu qui avait même aidé Kagame. Vous voyez? Oui, mais il y a des palmarès. C'est après. Mais quand je dis Mobutu a aidé, c'était à travers du canal de la négociation pacifique. Okay. La cohabitation pacifique. Entre Tutsi et Hutu. Entre Tutsi et Hutu avant. Non, avant le génocide. Okay. Avant le génocide, Mobutu a intervenu pour qu'il y ait cohabitation pacifique. Museveni a aidé Kagame pour aller renverser Habyarimana. C'était les mêmes revendications. Les revendications qu'utilise le Rwanda aujourd'hui pour la communauté Tutsi étaient les mêmes revendications que Kagame utilisait ou avait utilisé pour aller renverser Habyarimana. Alors, par courte mémoire, les gens ne se rappellent pas et c'est dangereux. Voilà. C'est très dangereux. Donc, quand vous oubliez tout, la vie est un éternel recommencement. Effectivement. Aujourd'hui, que devons-nous faire pour sortir de cette situation aussi macabre, cette situation qui continue à déchirer des familles? Écoutez, nous avons dans la région, nous avons un groupe d'individus dangereux à la paix et la quiétude de la région. Okay. Ce groupe d'individus, c'est le groupe du président Kagame. Ce que Kagame fait n'est même pas pour l'intérêt de tous ces Congolais. Je vais vous choquer. Kagame a utilisé les Tutsis congolais pour prendre le Rwanda. Donne-moi un Tutsi congolais qui s'est retrouvé dans cette affaire. Personne. Par contre, ils ont perdu beaucoup de leurs fils. Deuxièmement, Kagame a utilisé les Tutsis congolais pour venir renverser Mobutu. Après qu'il les a utilisés, il a pillé le minerai du Congo. Donne-moi un seul Tutsi congolais qui s'est retrouvé. Par contre, c'est devenu un bouc émissaire pour lui. Exactement. Par contre, le Congo a rémunéré, a payé ce Tutsi congolais avec des postes. Parce que lorsqu'ils sont venus avec un musée, ils sont devenus très influents. Ils sont devenus très influents dans les secteurs économiques. Même à la banque, c'était un Tutsi. Au Sénat, écoute, moi je ne connais pas une communauté, et puis avec ce terme communauté, je ne sais pas où est-ce qu'on l'a tiré, mais en tout cas on l'utilise. Je ne connais pas une communauté qui a eu assez de faveurs au Congo, comme c'est cette communauté de Tutsi. Dans l'armée. Même c'est un faux discours. C'est un faux fouillant. C'est un faux fouillant, c'est un faux discours actuellement. Faire croire que nous nous battons pour la communauté Tutsi, c'est faux. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on n'a pas une communauté au Congo qui a eu des généraux dans l'armée comme les Tutsis. Alors, on n'a pas eu. Et puis, écoute, lorsqu'on en parle, c'est tout le monde qui se réveille. Oh, il est contre les Tutsis, c'est un génocidaire. On s'en fout. Oh, il n'y a pas de génocidaire. Vous voyez? Alors, nous sommes venus de la même région, nous avons grandi ensemble, nous sommes allés dans la même école, nous avons étudié ensemble. Écoute, même le matin, chaque matin pour se réveiller et aller boire du lait dans la montagne, on partait ensemble. Donc, on n'a pas eu de problème. C'est un patriotique, le Wazalendo. Oui. Ça vous dit quelque chose, le Wazalendo? Effectivement. Vous savez, qui vous serait parti
si ce n'était pas la force locale? Kivu ne serait plus Kivu aujourd'hui si ce n'était pas cette force locale. Vous savez, au départ, on avait diabolisé cette force. Au départ, on avait diabolisé... parce qu'au départ, on avait ce qu'on appelait les autodéfenses. Avant les Wazalendo, il y avait les autodéfenses et il y avait aussi ce qu'on appelait le Maï-Maï. C'était des jeunes patriotes qui ont l'amour du pays, qui ont compris que l'ennemi ne blague pas. Et ils n'ont pas cédé la main. Lorsque notre président a visité les 9 voisins et il voulait faire la paix avec le Rwanda, vous savez que cette force s'est retirée, les Wazalendo, pour observer. Mais les Wazalendo savaient que Kagame était menteur. Il essaie de se jouer avec le président. Vous savez qu'à un moment donné... Rouge, hein, au-delà de Goma, ils sont allés jusqu'à Kiseni. Nous voyons des images. Hein. Cette fibre patriotique, cette détermination patriotique d'aller jusqu'au bout. Donc découdre et finir une fois pour toutes. Vous savez, les Congolais... cette affaire. Les Congolais est une personne éduquée et polie qui respecte les frontières des autres. Les Wazalendo dont vous avez parlé, ils n'ont même pas besoin de franchir les frontières. C'est pour répondre à ce qu'ils ont fait. Effectivement. C'est parce que l'ennemi est venu et a franchi la ligne rouge. Lorsque l'ennemi est venu et a franchi la ligne rouge, effectivement, il devait repousser l'ennemi. C'est comme ça qu'ils ont traversé. Mais le Rwanda a traversé plusieurs fois. Est-ce qu'il faudra franchir les Rubicons, d'en finir une fois pour toutes? Est-ce que c'est une occasion aujourd'hui d'en finir avec le Rwanda? Nous ne devons pas rater cette occasion. Nous ne devons pas, et c'est pourquoi j'en appelle à tout le monde, nous ne devons pas rater cette occasion. C'est maintenant ou jamais. Nous devons nous battre. Et quand je dis nous devons nous battre sur toutes les positions. Vous savez, nous devons savoir que l'ennemi utilise plusieurs façons dans cette guerre. Maintenant, l'ennemi utilise la façon numérique. Voilà, on en parlera. L'armée numérique. Ouais. En tout cas, nous devons nous battre, nous devons nous prendre en charge et nous devons braver la peur. Voilà, exactement. C'est maintenant ou jamais. Alors, la question de la guerre numérique, hein. Aujourd'hui nous sommes en plein 21e siècle, siècle de la lumière, siècle numérique, siècle de combat technologique. Vous savez, la République démocratique du Congo doit faire une sorte de mise au point. Vous savez, l'armée rwandaise a tiré sa formation par les Anglais et les Américains. Là, je vais vous faire un secret, peut-être que plusieurs personnes ne connaissent pas. Il y a un pays de l'Amérique centrale qui avait demandé une main aux Américains. À un moment, les Américains ont dit, écoute, nous ne voulons pas nous ingérer dans votre pays, mais nous allons vous faire une stratégie. Vous savez, la guerre numérique n'a pas commencé aujourd'hui. La guerre évolue, c'est une stratégie. Vous voyez? Et moi, j'appelle notre pays et leur dire que, s'il vous plaît, nous devons nous adapter à la situation actuelle. La situation actuelle, nous devons nous battre. Nous devons utiliser tous les canaux. La guerre numérique, lorsqu'un pays va demander l'aide aux Américains, la CIA a créé une stratégie. La CIA a dit, écoute, nous n'allons pas traverser les armes dans votre pays, ce sera dangereux. Mais nous allons faire ceci. Nous allons acheter des haut-parleurs. Lorsqu'on va acheter des haut-parleurs, nous allons enregistrer des sons de canons et de coups de balles.
Donc vous allez vous déplacer avec des chariots qui ont des baffles. Nous allons créer une radio. Et lorsqu'on va créer une radio, que nous allons mettre dans votre pays sur une fréquence, donc lorsque vous allez jouer comme les gens qui jouent la musique, mais au lieu de jouer la musique, vous allez jouer comme si c'était des coups de balle. Deux journalistes vont dire que non, le pays est attaqué, la radio est déjà prise, et tout le monde sera en panique. Tout le monde sera en panique, il va courir pour écouter l'émission, et l'émission sera que le pays est déjà pris en otage. Ça, c'était une manière que la CIA avait donnée au candidat. Et dans 48 heures, le pays était par terre. Le Rwanda utilise l'armée numérique aujourd'hui où, moi je regrette. Il y a beaucoup d'intox, des fake news. Et d'ailleurs, certaines personnes disent que la ville de Goma est tombée. Raphaël. Et les gens relayent cela, alors que jusqu'à présent, au moment où on parle, aujourd'hui nous sommes lundi, le 27, 16h, heure de Goma. Raphaël, toujours sous contrôle des forces armées. Raphaël, vous êtes un journaliste influent au Congo. La République ne devait pas vous laisser comme ça. Vous devriez avoir sous votre agence pas moins de 100 journalistes qui sont en ligne, en train de filtrer, travailler et passer le message à la population. Vous savez ce que les Rwandais ont fait? Les Rwandais ont passé le message au niveau de la diaspora. Alors que Goma est tombé, directement, toute la diaspora a appelé Goma pour passer le message que Goma est tombé. Avant que même Goma soit tombé. Vous savez que le Rwandais était la première personne à propager la mort du général Peter Chirimwami. Et cela a un impact sur la psychologie. Mais c'est ce que j'ai même dit en politique. En politique, même des soldats. Mais en politique, vous devez être à mesure de contrôler la mémoire. La mémoire, la psychologie, la mémoire, et même c'est ce qu'on appelle la culture de la nation. Lorsque vous pénétrez dans des coins pareils, effectivement, quand le message passe, actuellement tout le monde tourne sur son téléphone. Et qu'est-ce que nous consommons sur le téléphone? Sur le téléphone, nous sommes en train de consommer le produit rwandais. Vous voyez? Sans le savoir. Sans le savoir. C'est tous ces blogueurs rwandais qui ont pris de nos Congolais, des Kazadi, des Kalonji. Mais maintenant, qu'est-ce qui manque à la République démocratique du Congo? Est-ce que nous manquons la connaissance? Aujourd'hui, vous êtes politique, hein? Est-ce que nous manquons non. la connaissance? Non. Nous manquons le moyen? Mon frère. Nous manquons de personnes? Non. L'infrastructure. Vous savez qu'après le génocide rwandais, c'est le Congo qui a formé les Rwandais. Parce qu'au Rwanda, il n'y avait pas de professeurs. Au Rwanda, il n'y avait pas de politiciens. Tout de suite, on a pris nos professeurs, nos docteurs, nos médecins. C'est eux qui sont allés au Rwanda pour enseigner. On avait même des préfets congolais au Rwanda, des préfets d'école. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous ne manquons pas de têtes. Nous avons des têtes, nous avons l'intelligence, nous avons la formation qu'il faut, mais c'est lorsque vous voulez faire quelque chose, il y a au moins 10 personnes détruites par leur mémoire qui disent que non, d'ailleurs, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas. Aujourd'hui, si nous ne prenons pas l'avantage du président Félix, lui-même qui a dit en Belgique, qui a fait la conférence quand il a pris, pendant son premier mandat, quand il a pris le pouvoir, il a dit, les Banyamulenge sont nos frères. Tout de suite, il avait détruit cette idéologie politique qu'utilise Kagame. Écoute, nous sommes capables de faire aussi la guerre numérique. Nous sommes capables. Voilà. Et nous pouvons le faire. Et d'ailleurs, en commençant par vous, avec vos collègues,
moi, je demande au gouvernement congolais de vous prendre afin que vous puissiez aider à passer le message, le vrai message à la population congolaise. Merci, cher frère. Monsieur Tony, Oui, je rappelle que vous êtes un des leaders du Nord Kivu oui, politique. oui. Vous avez une ONG très influente. Effectivement, Au Nord Kivu. oui. Vous aidez, vous êtes vraiment au chevet de Congolais qui sont là-bas. Aujourd'hui, est-ce que ça semble être un peu compliqué pour vous? C'est très Nous, ça compliqué. pèse pour vous. Ça Parce pèse. qu'il y a plus d'1 million de Congolais qui sont maintenant dans des conditions un peu précaires au Nord Kivu. Ça pèse. Récemment, le M23 a détruit mon bureau. Ils ont détruit mon bureau, effectivement, à Rutshuru. Écoute, moi, je passe le message pour dire que cette guerre ne profite à personne. Moi, je pense que le M23... Et vous êtes aussi victime, il faut le dire. Hein? Vous avez perdu votre neveu. J'étais victime, j'ai perdu mon neveu, qu'on a fusillé par balle. Moi, je vais dire... Toujours par les M23. Toujours par ces groupes armés. Actuellement, nous ne savons pas si c'est les M23 ou pas, mais c'est ces groupes armés. Moi, ce que je vais dire, c'est que le M23 pouvait profiter de l'offre que le président Félix avait tendue. Pourquoi? Parce que Kagame va les utiliser. Mais ne pense pas que Kagame va un jour aider ces gens-là. Ils ont perdu, ils sont comme des papiers hygiéniques. Pourquoi? Parce que ils ont perdu des fils. Nous avons des frères, nous avons grandi ensemble. Corneille Nanga est venu tomber comme un cheveu dans la soupe. Lui, il ne connaît pas ce qui se passe sur Kivu. Le général Makenga qui est là, je te dis la vérité, son frère de combat, Laurent Kunda, il est où actuellement? Il est où? Est-ce qu'il ne s'était pas battu? Où est Taganda aujourd'hui? Il est où? Bosco Taganda, il est où? Est-ce qu'il ne s'était pas battu? Moi, je dis à tous ces rebelles du M23 que, effectivement, ils sont utilisés par Kagame pour l'avantage rwandais, pas pour l'avantage congolais. L'avantage congolais, c'est venir construire le pays ensemble. Voilà. Monsieur Tony, dernier mot au Congolais qui vous suivent en Swahili. Le dernier mot au Congolais, écoute, en Swahili, tout qu'on a na huzuni sana kuona ngizi vita iko naendelea, watu wiko wanakufa usiku na mchana, na tunaangalia Wakongole wenye banawaza ke Rwanda iko na bapigania. Rwanda haiko na bapigania, Rwanda iko na jipigania. Mutapigana kusema Goma imekamatiwa isikamatiwe, haina njo solution. Solution ni kuacha vita, tujenge pays yetu. Pays zingine ziko zinaendelea, pays zingine ziko naendelea mbele. Bunduki za yuko wanatengeneza biko wanazituletea juu tuwane. Na mimi naleta pole sana 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 ku watu biko wanakufa, watu biko wanakimbia. Tuko tunajikaza kusaidia yenye tunaweza, lakini hatuwezi weza kusaidia watu wote. Merci. Asante, na tuendelee kukua ini na tuendelee kupigana. Ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Congo Web Télévision. Vous nous suivez à la télévision, vous avez la possibilité de nous suivre en continu sur Internet. Allez-y sur Info 243 sur YouTube. Merci, au revoir.